Merci beaucoup Jean-Luc, merci Nathalie. Je pense qu'il faut rester modeste et humble après les 3 excellents exposés sur le sujet. C'est quelques données que j'ai essayé de trouver dans la littérature. J'ai trouvé au nombre de 5 papiers. La plus ancienne, c'est en date de 2003 et la plus récente en 2006. Les cellules souches embryonnaires humaines, ils ont connu un peu 2 périodes. En 1998, c'est la première lignée de cellules souches embryonnaires humaines a été obtenue par l'équipe de Thompson en Californie. Et puis plus récemment, il y a tout juste un an, avec l'arrivée sur le marché, ce que l'appelle IPS, ce sont des cellules souches induites dont les caractéristiques sont identiques à celles de ce que l'appelle les cellules souches embryonnaires. C'est-à-dire, si on compare les deux, ils génèrent ce que l'appelle des cellules pluripotentes avec des caractéristiques auto-renouvellement à l'infini et qui expriment les mêmes gènes de transcription, qui sont au nombre de 4 actuellement, le OCT4, le SOX2, le CEMIC et le KLF4. Donc à partir de là, maintenant, il suffit de jouer sur ces 4 gènes, je vous renvoie aux excellentes exposés précédentes, eh bien on peut les dériver en n'importe quel type de cellule, y compris en cellules germinales. Alors juste brièvement pour vous rappeler l'obtention de cellules pluripotentes en partant d'un embryon au stade blastocyste. Là vous voyez un blastocyste, on récupère la masse cellulaire interne qu'on va essayer de la faire cultiver dans un milieu de culture bien spécifique, c'est un cocktail, je dirais, milieu minéral, des solutions minérales auxquelles on rajoute tout un cocktail de cytokines, de facteurs de croissance, et qu'on la laisse pousser sur des fibroblastes. Eh bien, tant qu'ils sont adhérés, il n'y aura pas de différenciation, et si tout va bien, on va arriver à établir ce qu'on appelle des lignées des cellules souches embryonnaires. Bien entendu, il y a tout un guideline actuellement pour établir les lignées, donc il y a des consortiums européens et qu'il faut remplir tous ces critères pour considérer effectivement il y a l'établissement d'une lignée de cellules souches embryonnaires. Actuellement en France, à ma connaissance, ils sont au nombre de 4 lignées, une lignée de Paris et 3 de mon équipe que je dirige. Donc 2 lignées malades issues des embryons dans le cadre de diagnostic génétique préimplantatoire et une lignée saine. Alors, ces lignées, brièvement, ils expriment des marqueurs de surface, comme les SCCOA 3 et 4. Elle exprime également des facteurs de transcription, comme je disais, OCT4 ou BOU pour 5F, c'est la même chose, ou NANONG ou SOX2. Et également, qu'ils ont là les caractéristiques des 2 lignées qu'on a établies, qui expriment ces 4 facteurs dont je vous ai parlé à l'instant. Alors, quelle était la stratégie de quelques équipes qui sont se lancées, surtout en partant des cellules souches embryonnaires chez la souris? Donc, ils ont essayé, en gros, si j'ai traduit fidèlement la pensée des auteurs, je vous renvoie à l'exposé brillant de Madame Rouillet-Fabre tout à l'heure. Elle a parlé de système de culture bio-tridimensionnel, c'est-à-dire les cellules, ce sont des colonies de cellules souches qui vont se lier entre elles, qui restent en suspension. Et à partir de là, ils vont rentrer en différenciation, ce que l'appelle donc, et qu'ils forment ce que l'appelle de corps embryoïdes. Donc l'idée ça paraît très simple, mais qu'est-ce qu'ils ont fait un peu? Il y a deux approches, soit en bidimensionnel, ce sont des colonies des cellules souches qui ont été induites par l'acide rétinoïque dont Madame Rouillet-Fabre en a parlé. Et avec cette activation, ils ont arrivé à parvenir à ce qu'ils ont appelé un follicule-like et un ovocyte-like, qui est arrivé quand même jusqu'au stade blastocyste. Ça, c'est le travail de Karine Ebner, publié en Science en 2003. L'autre versant, bleu, tous les versants masculins, eh bien, là, ils ont utilisé un système tridimensionnel. On fait rentrer les cellules souches en différenciation, on obtient des corps embryoïdes, et à partir de là, on va essayer sur les séquences qui codent pour des gènes qui s'expriment à la fois dans les cellules souches embryonnaires et dans les cellules germinales,
et qu'à partir de là, par défaut, on va faire éteindre, on va invalider le gène qui s'exprime dans les cellules souches pour récupérer en culture que celles qui fleurissent et qui sont marqueurs des cellules germinales. C'est un peu les deux stratégies qui ont été employées, de 3 études côté masculin qui ont été abouties, dont l'une aboutit jusqu'au stade spermatide, et l'autre, ils sont allés plus loin, non seulement des spermatozoïdes, mais ils ont même inséminé de souris préparées à cet effet, et il y a la naissance de hérissons. Donc voici le tableau brièvement. Donc, pour obtention de gamètes femelles, si je peux m'exprimer ainsi, on part toujours de cellules souches embryonnaires chez l'homme, chez la souris pour l'étude d'Ebner et chez l'homme pour l'étude de Clark. Donc l'homme, je vous ai mis en rouge, il n'y a que 2 études qui ont été relatées dans la littérature qui sont tout à fait préliminaires. Mais chez la souris, donc, on a cultivé ces colonies de cellules souches sans des fibroblastes, sans fidères, avec des productions spontanées des ovocytes qu'ils nous ont appelés des ovocytes-like et des blastocytes-like. Pour les gamètes masculins qui nous intéressent dans cette session, eh bien là, pareil, c'est le même principe. C'est toujours la différenciation de ces cellules souches en corps embryoïdes et qu'on a sélectionné sur les gènes qui s'expriment spécifiquement à la fois dans les cellules germinales que dans les cellules souches embryonnaires. Et par défaut, on a trié, on a transfecté et trié et transfecté ces cellules pour aboutir à l'obtention des cellules germinales, dont certains sont allés jusqu'à la nourrisson. Donc je vais vous donner un exemple, l'étude de Karine Ebner sur la dérivation chez la souris, toujours en ovocytes. Eh bien, pareil, elle est partie, ce qui est connu en physiologie avec des gènes qui s'expriment, qui sont surexprimés, et qu'elle a essayé de en jouant sur les 2 séquences régulatrices qui contrôlent la transcription de l'OCT4. L'OCT4 fait partie de 4 transcriptions, de 4 protéines qui s'expriment dans les cellules souches embryonnaires dites pluripotentes, et il en est de même les cellules EPS, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, ils ont invalidé la séquence proximale, qui est par définition, qui va aboutir en différenciation en cellules souches embryonnaires, pour garder que la séquence distale, et que celle-ci, elle va s'engager dans une voie pour donner. Et c'est ainsi ils ont sélectionné des cellules germinales primordiales dans l'ensemble des colonies des cellules souches. Comme vous le voyez ici, sur cette image, ce sont les cellules germinales qui s'expriment, le OCT4, et qui ont été récupérées, comparées, bien entendu, sélection des cellules germinales dans l'ensemble des colonies des cellules souches chez la souris, pour s'assurer qu'elle exprime bien les facteurs de transcription qui sont connus, et à partir de là, ils ont sélectionné ces cellules germinales, ces cellules, et ils ont fait comme test fonctionnel, ils ont détecté l'activité pour s'assurer qu'il s'agit bien des structures folliculaires. Et bien, ils ont 2 élustradioles, ils ont constaté une augmentation, telle que vous voyez ici, entre J12 et J20 chez la souris. Voici l'image qu'ils ont rapportée dans leur papier pour dire, à partir de là, on voyait bien les ovocytes qui sont bien individualisés. Et voici l'image qu'ils donnaient, la formation, ce qu'ils ont appelé des ovocytes-like. Et à partir de là, ils ont effectivement mis en évidence la myose et montré que ces cellules germinales obtenues en partant des cellules souches embryonnaires chez la souris expriment bien les marqueurs myotiques. Et, in fine, ils sont arrivés au stade blastocyste. Donc, sur cette partie-là, que peut-on dire et que faut-il retenir? Que les cellules souches, chez la souris, je parle bien chez la souris, sont capables de se différencier en ovocytes, forment des structures similaires aux blastocystes, et que les cellules obtenues sont totipotentes. Alors, chez l'homme, pour conclure sur les 2 papiers, la stratégie était fondée sur la reconnaissance d'une population émergente des cellules germinales au sein du corps embryoïde. Dès que les cellules pluripotentes rentrent en différenciation, c'est le corps embryoïde qu'on va obtenir, et à partir de ces corps embryoïdes, on va les différencier en 3 feuillets embryonnaires, endoderme, ectoderme, mésoderme, et à partir de ces 3 feuillets, vous allez générer plus de 200 types de tissus. Donc,
Et ils ont formé le corps, une fois les corps embryoniques sont formés en réponse à un traitement par l'acide rétinoïque, dont Madame Rouillet-Fabre, on a parlé tout à l'heure, la sélection de ces cellules par les marqueurs de pluripotentes, par exemple les marqueurs de surface, tels que la SSEA1 et le OCT4, et de germinalité par le MVH. 3 à 7 jours de différenciation sont suffisants pour avoir apparaître spontanément les cellules germinales in vitro. Bien entendu, la différenciation en spermatide s'est faite après 10 jours de culture et ainsi qu'ils ont obtenu soit des spermatides brunitudes, soit des spermatozoïdes dits fonctionnels pour l'autre, tels que vous voyez ici dans l'image. Les spermatides obtenus sont capables de donner naissance à un blastocyte toujours chez la souris. L'autre étude, pour être complète en date de 2006, non seulement ils ont atteint des spermatozoïdes fonctionnels, mais ils ont inséminé des souris préparées à cet effet. C'est ainsi abouti à des sourissons viables. Donc, toujours, la stratégie expérimentale utilisée, c'est un petit peu, mais c'est un peu similaire pour l'ovocyte chez la souris. Les 2 gènes connus, c'est le STRA8 et les BRM1 qui s'expriment. Donc, ils l'ont allumé à partir du moment où ces 2 gènes qui sont surexprimés. Eh bien, les cellules haploïdes sont capables de féconder. Enfin, c'est dérivé, c'est rentré en différenciation en spermatide d'abord et en spermatozoïde ensuite. Et disons conclu pour dire les cellules haploïdes sont capables de féconder l'ovocyte, produire un blastocyste et assurer la naissance de 7 souriceaux à ma connaissance qui sont déjà nés. En conclusion, mesdames et messieurs, l'utilisation des ovocytes obtenus dans les expériences de transfert nucléaire au lieu des ovocytes de donneurs, c'est un peu la perspective sur quoi tendent tous ces travaux. Génération des cellules souches embryonnaires à partir de ces gamètes, traitement pour certains avec la pénurie de dons d'ovocytes dont on a parlé depuis 2 jours ici, et l'obtention de gamètes à partir des IPS. Alors, est-ce que ces équipes, ils vont refaire la même expérience plutôt pour éviter d'utiliser l'embryon de cellules IPS? C'est l'avenir proche nous dira. Je vous remercie de votre attention.